Bonjour, donc merci pour cette invitation. Je suis nouveau venu dans la vigne, puisque ça fait 1 an et demi à peu près que je travaille sur ce thème-là, donc néophyte. Je suis aussi néophyte pour les molécules phytosanitaires, et ma spécialité, donc vous l'aurez compris, est les mécanismes épigénétiques que j'étudie à l'INRA depuis une dizaine d'années, initialement sur le modèle tomate, et puis depuis peu de temps donc, sur le modèle vigne. Et donc ça m'amène à faire une première remarque. Depuis tout à l'heure, en écoutant les différents exposés, on se rend bien compte que le sol va porter une forme de mémoire des traitements qui se sont passés, va avoir un impact, et souvent la réflexion de l'impact de ces traitements-là se fait sur du court terme. Or, les plantes ont de la mémoire, comme nous-mêmes, nos cellules ont de la mémoire. Et justement, le thème épigénétique s'adresse à la mémoire que les plantes vont avoir de ces différents traitements, éventuellement alors que les aspects éliciteurs ont été enlevés. Donc qu'est-ce que ce concept de l'épigénétique? C'est un concept qui n'est pas excessivement récent, puisqu'il a été énoncé initialement dans les années 50 par un monsieur qui s'appelait M. Waddington, et qui est un concept relativement large qui petit à petit s'est résumé, s'est focalisé sur la capacité justement qu'ont les cellules, les organismes à utiliser de façon sélective une partie de leur génome, et avec des effets mémoire. Alors, le terme épigénétique, alors peut-être ça ne va pas faire plaisir à certains généticiens, signifie littéralement au-dessus de la génétique. Donc il ne remplace pas la génétique, ce n'est pas ça le point, mais il vient apporter une couche d'information supplémentaire qui permet d'utiliser de façon adéquate le génome à un moment donné. Effectivement, à l'heure actuelle, la définition de l'épigénétique est devenue une définition assez restrictive. Elle s'intéresse globalement à tous les mécanismes qui contrôlent le fonctionnement du génome, dans la mesure où ces mécanismes ne font pas appel à une variation de la séquence de ce génome, donc on garde exactement la même information génétique, le même dictionnaire, le même ensemble de livres. Pour autant, les variations, cette façon d'utiliser le génome peut être stable et héritable, que ce soit simplement au cours des divisions des différentes cellules, donc lors de la croissance d'une plante, ou bien de façon transgénérationnelle, donc à travers la méiose, lors de la reproduction sexuée. Donc l'épigénétique s'intéresse finalement à tous les mécanismes de régulation des gènes qui sont hérités. Alors, il y a évidemment un certain nombre d'évidences fortes que ces mécanismes sont importants. Pour en citer quelques-uns, le phénomène d'empreinte parentale qui détermine le fonctionnement spécifique d'allèles en fonction de l'origine parentale en fait partie, ou le phénomène de silencing du chromosome X en fait aussi partie. Mais si on se réfère essentiellement aux plantes, à ce moment-là, on a décrit, depuis, je ne sais pas si j'ai voilà, on a décrit dans la littérature depuis un certain temps un certain nombre de variants qui apparaissent comme des mutants, à savoir ils vont se comporter de façon totalement stable dans une population. Ici, vous avez un variant de tomate parfaitement caractérisé, qui ne mûrit plus. Ici, pour la gueule douce, c'est un variant de la structure de la fleur. Et puis, vous en avez aussi chez les mammifères. Ici, vous avez une souris de couleur différente, qui s'appelle la souris agouti. Et dans tous les cas, lorsque l'on s'intéresse à la cause de cette variation, on ne trouve pas de mutation. Les gènes ont été clonés, séquencés dans le détail. Il n'y a aucune variation de séquence entre le variant et le sauvage. En revanche, lorsqu'on s'intéresse à ce qu'on va appeler les marques épigénétiques, je les définirai ensuite, on trouve des différences significatives. Et ce sont les marques épigénétiques, dans ce cas, dans celui-là et dans celui-là, qui sont responsables de la différence de phénotype. Et elles sont maintenues de façon stable au cours des générations. Ce qui montre bien que donc, une information qui n'est pas portée directement par l'ADN, mais au-dessus de l'ADN, peut être transférée et stabilisée dans une population et impacter sur le long terme le phénotype, donc l'apparence. Alors qu'est-ce que c'est que cette finalement information épigénétique? Donc je reviens très brièvement, j'en dirai pas plus que ça, sur la notion d'organisation des génomes chez les eucaryotes. Donc on va dire que le génome correspond à l'ensemble de l'information dont disposent nos cellules pour fonctionner. Bien évidemment, elles n'utilisent pas toute cette information, elles en utilisent une partie, et cette partie est rendue disponible parce que cet ADN va être organisé de façon excessivement précise spatialement dans une structure qu'on appelle la chromatine, qui est un complexe nucléoprotéique, acide nucléique et des protéines. Et cette structure-là n'est pas une structure figée, c'est une structure excessivement dynamique.
la façon dont l'organisation spatiale, pour faire simple, fermée ou ouverte, va s'organiser, va être déterminée par des signaux. Ces signaux sont des modifications biochimiques, hein. C'est le rajout d'un méthyle sur certaines bases, les cytosines, c'est le rajout d'acétyl, de méthyle, de phosphate, donc toute une série de modifications biochimiques qui vont conditionner finalement un état plutôt fermé de notre information ou un état plutôt ouvert de notre information. Rapporté à l'ensemble du génome entier d'une cellule, ceci va organiser ce qu'on va appeler un paysage, le paysage épigénétique de la cellule, que l'on appelle encore épigénome. Et finalement, dans un organisme, on va se retrouver avec un ensemble de cellules, des êtres multicellulaires, qui vont chacun avoir des paysages épigénétiques distincts, et ceci va conditionner le phénotype de l'organisme ou des différentes cellules. Donc on est finalement dans une situation où la façon dont s'organise l'information portée par l'ADN détermine la façon dont elle est utilisée, et cette façon-là peut être héritée. Donc, d'une certaine façon, on surimpose à l'information génétique une information spatiale qui détermine le fonctionnement de ce génome. Bien. Alors, à quel moment cela intervient-il dans la vie d'une plante? En gros, on va distinguer deux grands types de situations, tout simplement, dans un premier temps, au cours de son développement. Le développement d'une plante, on peut le subdiviser en phases. Chacune de ces phases va être conditionnée par une reprogrammation de l'épigénome des différentes cellules qui le constituent, rentrant dans le concept de spécialisation des cellules, etc. Donc ça, c'est un premier aspect qui est constant, qui est déterminé par la plante elle-même. Et puis la plante, elle vit dans un environnement complexe, elle est soumise à tout un ensemble de stress, et de plus en plus clairement, la réponse épigénétique va participer, et va être en première ligne même dans la réponse des plantes à l'ensemble des agressions qu'elles vont subir. Et parmi celles-ci, évidemment, on peut rajouter les agressions ou l'aide, c'est selon le point de vue, que peuvent apporter les pratiques agricoles, incluant donc les feuillages ou bien encore l'utilisation des pesticides. Et dans ce contexte-là, la question qui va nous intéresser, c'est dans quelle mesure l'utilisation de molécules phytosanitaires, quelle que soit la façon dont elles sont appliquées, va, d'une façon ou d'une autre, influencer le paysage épigénétique des plantes, et ce faisant, affecter à long terme, il ne s'agit pas simplement d'une réponse à court terme, même si elle existe, on est bien d'accord, le rendement, l'état physiologique de la plante et dans quelle mesure cet effet mémoire va perdurer et finalement être lié à un moment ou à un autre, par exemple à un processus tel que le dépérissement. Il se trouve qu'il y a relativement peu d'études, voire presque aucune, qui se sont posées la question dans ces termes-là. Est-ce que les molécules phytosanitaires peuvent induire un remodelage de la chromatine et impacter le développement de la plante à court terme et puis à long terme, sachant qu'évidemment, quand vous traitez ou quand on traite une plante, on la soumet à un stress. Il y a une étude en particulier qui s'est intéressée sur le riz, donc vous avez la référence ici, et on démontre que dans cette étude-là, si on analyse les conséquences sur le paysage épigénétique de la plante d'un traitement à l'atrazine, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a quelques centaines de gènes qui voient leur paysage épigénétique modifié. Et pour certains d'entre eux, il se trouve que cette modification du paysage épigénétique s'accompagne d'une modification du fonctionnement. Ici, vous avez un contrôle, les gènes sont peu exprimés, et dans ce cas-là, vous avez la plante traitée, vous voyez que les gènes se mettent à être exprimés. Donc, les modifications que l'on a générées au niveau de la chromatine, donc de l'organisation du génome, l'organisation spatiale, se traduisent par une reprogrammation, finalement, du fonctionnement des gènes. Très bien. Donc là, on a un premier effet qu'on pourrait imaginer être un effet direct. Mais ce n'est sûrement pas le seul effet, puisque si on prend, là non plus, il n'y a pas énormément d'études de réaliser, si on essaye d'analyser l'effet des pesticides sur la plante elle-même à court terme, on se rend compte que, assez souvent, ces molécules phytosanitaires vont avoir un double effet. On en a parlé pour le cuivre tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul. Ils vont d'une part générer un stress oxydatif au niveau de la plante, mais aussi souvent impacter sa physiologie directement, en interférant avec, par exemple, la photosynthèse. C'est même un effet assez redondant, assez fréquemment trouvé, cet effet sur la photosynthèse. Et si en suivant, on s'intéresse à des paramètres simples de croissance, ou simplement on fait des bilans métaboliques, on se rend compte que ces traitements, sur le court terme, vont impacter assez fortement le métabolisme. De fait, on démontre qu'il y a un lien très fort entre l'état métabolique des cellules,
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, la programmation épigénétique de ces cellules-là, la plupart des travaux étant été faits en particulier chez la levure et chez l'homme, où on montre que l'état métabolique détermine le devenir épigénétique et donc le processus de différenciation des cellules elles-mêmes. Au bilan, donc, on arrive à une situation où ces molécules phytosanitaires vont pouvoir impacter indirectement, vraisemblablement, l'épigénome des plantes, mais aussi directement, ça ce sont des travaux faits essentiellement chez les humains, où on montre que ces molécules interagissent avec les acteurs épigénétiques et vont interférer avec leur activité même. Et ceci impacte donc les épigénomes. Évidemment, une question cruciale là-dedans, c'est très bien, vous mettez une molécule, elle affecte la programmation épigénétique, mais quelle est la stabilité de cette modification? Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est réversible? Qu'est-ce qui se passe? Il me reste une diapositive. Dans ce cas-là, on va le replacer dans un contexte un peu plus général. Les pesticides s'ajoutent à toute une série de stress auxquels la plante est soumise. C'est un acteur supplémentaire, hein, je ne dis pas qu'ils agissent seuls. Ceci va, au niveau de la plante, provoquer, avec une certaine fréquence, un remodelage partiel ou important de son épigénome qui va se traduire par un changement de fonctionnement de ce génome. Et puis la plante va pousser, une certaine partie de cette information va être perdue, une autre partie va être maintenue. Si éventuellement le même traitement est produit, on va peut-être remettre en place la même modification. Puis, la plante va se reproduire. Ça sera valable pour les plantes annuelles. À ce moment-là, une partie de l'information éventuellement sera maintenue et une partie significative, on le sait chez les plantes, sera perdue. Donc la transmission intergénérationnelle est pour l'instant relativement faible de ce que l'on a vu chez les végétaux. Mais chez la vigne, on est dans une autre situation, puisque ceci, on ne va pas forcément le vivre lors de la culture, c'est plutôt ce point-là qui va nous intéresser. Puisque nous sommes au niveau d'une plante pérenne, et les traitements subis l'année précédente, donc ceux-ci, dans quelle mesure sont-ils maintenus, mémorisés, notamment au niveau des bourgeons, et puis l'année suivante, la vigne va repasser au cours des mêmes process, subir les mêmes stress, et donc on va éventuellement rappeler ce qui s'est passé l'année précédente. Donc elle va être le maintien, l'amplification des premières modifications, et comment, sur la durée, ceci va s'accumuler pour finalement amener à une plante qui va être fragilisée, et expliquer en partie les problèmes liés au dépérissement. Donc ça, c'est un des aspects. Le dernier aspect étant, bien évidemment, à un moment, la plante est aussi propagée. Et donc, vous allez utiliser des plants qui eux-mêmes ont eu une vie antérieurement. Et ils ont beau être génétiquement identiques, qu'en est-il de leur identité épigénétique? Et donc, qu'en est-il finalement des conséquences de cette propagation clonale et des modifications épigénétiques sur la propagation même de la vigne. Donc je conclurai là-dessus. Non, celle-là je la passe, excusez-moi. Simplement pour citer donc les différentes personnes qui, comme moi... On va laisser la diapositive parce qu'on a vraiment débordé. Donc Désolé. On voit les participants. Et merci beaucoup pour votre intervention.